Ok, je vous propose de commencer le séminaire. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Laura Schulz, qui nous vient spécialement de MIT, de Boston, pour cette conférence. Donc, thank you so much. Merci beaucoup, Laura. Laura est un jeune professeur dans le domaine des sciences cognitives du MIT. Elle a été formée au Michigan, puis ensuite à Berkeley. Et elle est l'auteur d'un certain nombre de publications. Elle a travaillé tout d'abord avec Alison Gopnik, qui est une psychologue du développement très connue, et puis d'autres personnes, y compris Josh Tenenbaum plus récemment. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé, moi, du travail de Josh Tenenbaum dans mon cours cette année. En fait, son approche consiste à essayer de comprendre, enfin si j'ai bien compris moi-même, vous nous donnerez plus de détails, mais d'essayer de modéliser les inférences successives qui se produisent dans l'esprit de l'enfant. C'est en fait une conclusion parfaite d'ailleurs pour notre série de séminaires, parce que vous allez nous montrer le degré de complexité des inférences auxquelles peuvent parvenir des enfants même très jeunes dans un contexte d'interaction sociale ou d'interaction par action minimum perceptuelle. J'ai souvent répété que nous ne devrions pas sous-estimer l'architecture du cortex des jeunes enfants et le degré de sophistication des calculs dont ils sont capables. Même un tout jeune bébé, dans sa première année de vie, peut être déjà considéré comme un système d'inférence bayésienne hiérarchique parce qu'il est capable d'arriver à des inférences causales à différents niveaux. Et c'est d'ailleurs précisément le sujet de la présentation de Laura aujourd'hui, du séminaire, dont le titre est « Les origines de la recherche, inférence et exploration dans la petite enfance ». Laura, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment désolée, mon français n'est pas du tout suffisant pour que je puisse faire cette présentation en français. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mon programme de recherche concerne l'apprentissage. J'ai parlé des processus qui soutiennent l'inférence précise et la découverte. Et ce programme, en fait, se pose sur deux révolutions de la compréhension du développement cognitif. Tout d'abord, la révolution de l'enfance et la reconnaissance du fait que les bébés préverbaux comprennent beaucoup plus de choses sur les objets, leurs propriétés, les nombres et les quantités, les agents et leurs objectifs, les tensions et les croyances même qu'on ne le pensait à l'origine. L'autre révolution concerne notre compréhension de la petite enfance et la reconnaissance du fait qu'il y a des représentations abstraites, structurées, qui s'appliquent non seulement à la connaissance qui est innée dans nos espèces et d'autres espèces, mais surtout de la compréhension du monde par les enfants au cours de leurs premières années de vie. Des bébés de 2, 3, 4 ans ont une représentation causale, abstracte, cohérente de nombreux événements qui se produisent dans le monde, des représentations qui sont soutenues par l'explication, la prédiction, l'intervention, et même des faits qui permettent de justifier le fait qu'on y fait référence en parlant de théories de folk concernant le monde. Alors, si on associe ces deux révolutions à deux, elles ont battu en brèche la théorie piagétienne selon laquelle il n'y avait jamais d'étape du développement cognitif pendant laquelle les enfants n'étaient que des apprenants sensorimoteurs, des apprenants concrets. Et c'est une révolution qui a des implications importantes sur l'apprentissage. En fait, aucune de ces théories n'était des véritables théories primaires du langage. Elles connaissaient le type de connaissance que les enfants se représentent et la structure de ces représentations. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut dire très clairement en regardant ce livre de science qui a été publié en 1999. C'est un livre sur la théorie de Fogg chez les enfants et il fait référence à la façon dont les enfants apprennent le monde et les titres des chapitres concernent ce que les enfants apprennent sur les gens, sur les choses, etc. Et je peux vous dire que je considère ce livre avec beaucoup de révérence parce que, en fait, son auteur était mon directeur de thèse et le livre a été publié en 1999, l'époque à laquelle j'ai commencé mes études. Donc, sur le plan métaphorique, c'est là où j'ai commencé moi aussi. Et j'ai commencé aussi avec une métaphore de l'enfant vu comme un chercheur, un scientifique. Et c'est une métaphore qui est
intéressante parce que la science, c'est une institution culturelle spécifique et récente, pratiquée par une minorité dans notre espèce, et c'est très difficile de tout connaître à tous les niveaux d'acquisition. Donc nous devons rechercher les valeurs universelles de la connaissance humaine. Mais la science a une propriété dans le sens qu'elle comprend le monde. Elle peut faire des prédictions très précises avec des interventions très efficaces sur le monde. Donc si vous êtes intéressé par l'apprentissage, vous allez vous demander comment est-ce que cette acquisition de la connaissance est possible. Qu'est-ce qui fait que notre espèce est en mesure de faire ce qu'elle fait avec la connaissance. Et c'est exactement la question qui est basée sur le fait que l'on sait et qu'on ne sait pas. On peut caractériser beaucoup des pratiques des scientifiques de façon formelle et informelle. En voilà quelques-unes. Vous les connaissez tous, bien évidemment. Vous les connaissez surtout si vous êtes biologiste ou chimiste ou paléontologiste, peu importe. Ce sont des pratiques épistémologiques qui caractérisent la science indépendamment du contenu ou du domaine du contenu sur lequel elle porte. Et si vous pratiquez une des disciplines ici, ce n'est pas forcément de la science parce que la science, cela implique que l'on transfère ces inférences à des porteurs et à l'inverse, si vous avez toutes les connaissances techniques dont vous avez besoin pour pratiquer ces disciplines, ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas apprendre si vous n'aviez pas ces techniques. Donc, en fait, ces pratiques sont au cœur même de la recherche et de la découverte. Et l'hypothèse qui est à la base de mon programme de recherche est fondamentale pour la recherche et la découverte, et ça n'émerge pas que dans la science, mais dans le développement cognitif également. D'ailleurs, vous avez trouvé des symboles de ces pratiques épistémologiques à la fois dans l'enfance et dans la petite enfance, justement parce que ce sont les processus inférentiels, rationnels, qui permettent de comprendre le monde correctement, qui répondent au problème de l'apprentissage, qui est le problème d'ailleurs sur lequel on essaye de trouver des connaissances riches à partir de données très limitées. On peut caractériser ces processus formellement et informellement. Et par formellement, j'entends avec un modèle computationnel. Je fais référence à mes collègues qui travaillent dans ce domaine. Car avec chacun de ces processus, on se rapproche de plus en plus d'un modèle computationnel pour comprendre leur fonctionnement. Cela concerne certaines de mes études précédentes et l'on peut caractériser formellement la façon dont les probabilités de différentes hypothèses peuvent interagir avec différents schémas de covariation des preuves pour soutenir le jugement causal des enfants. On peut parler de l'isolation des variables qui permet de maximiser le gain d'information. Et l'on peut dire également que différentes inférences ou hypothèses concernant les processus d'échantillonnage permettent de prédire différents types de généralisations concernant les propriétés des objets. Mais avec tout le respect, malgré tout le respect que j'ai pour mes collègues qui font du modèle computationnel, j'espère que je ne vais pas décevoir Stan d'ailleurs, mais je crois que même si nous aimerions qu'il y ait des principes simples et élégants d'apprentissage, tels que les règles de Hobbes ou l'école de Wagner, ou même plus récemment les lois bayésiennes, il n'y a pas de modèle computationnel à notre connaissance qui permettent de générer tous les processus. C'est seulement les processus qui sont à la base de la découverte et de la recherche. Il n'y a rien de magique dans cette liste. Ce n'est qu'une liste des choses que nous faisons, mais nous n'avons pas encore une théorie computationnelle qui explique pourquoi ce sont ces processus et pas d'autres. Même si on pourrait modéliser chacun de ces processus, on n'a pas de système généralisé qui nous permette de tous les modéliser. Et en développant une théorie unifiée de la génération d'hypothèses sur la découverte et la recherche, en fait, nous sommes confrontés à un problème de la science cognitive à proprement parler. Et nous pouvons tous travailler pour contribuer à y répondre. Enfin, ce que j'ai fait, moi, dans mon programme de recherche, c'est d'apporter des preuves empiriques du fait que c'est ce que nous devons faire. Car vous avez ici le type d'apprentissage auquel se livrent les très jeunes enfants pendant les premières années de leur vie. C'est ce à quoi nos théories doivent aspirer, parce que d'une façon empirique, je pense que c'est ce qui est juste. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur quelques exemples et je vais vous faire voir le type de capacité que l'on observe chez des tout petits enfants. Et nous partirons de là pour en discuter. Alors ici, nous avons différents exemples de jeunes enfants et des capacités des jeunes enfants de 15 mois jusqu'à 6 ou 7 ans.
Mon programme de recherche se concentre sur ce que je considère comme les valeurs universelles, les bases universelles de la connaissance humaine, de la cognition humaine. Donc les différences d'âge, en fait, reflètent simplement une différence au niveau des tâches qui leur sont demandées dans les expériences concernant le développement cognitif. Je vais commencer par vous parler de la généralisation de la preuve à partir de l'échantillon. Bon, évidemment, dans la recherche scientifique, on prend toujours des petits échantillons et on fait de grandes inférences concernant la cognition humaine et animale sur le monde. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en faveur de la généralisation. On peut toujours utiliser des similarités de caractéristiques, des nombres, l'appartenance à une catégorie, le fait que des objets qui se ressemblent doivent appartenir à la même catégorie, etc. Si l'on dit par exemple que tous les cailloux de Mars ont une concentration élevée en silicium, on peut inférer que si un échantillon de cailloux de Mars ont tous la même concentration de silicium, on peut inférer que tous les cailloux de Mars sont richement concentrés en silicone. Et si l'on prend aussi les aiguilles d'un certain type de sapin qui sont plates sur la branche, on peut dire que toutes les aiguilles de ces sapins sont plates sur la branche. Si un petit dispositif permet d'activer un jouet, les enfants vont imaginer que tous ces dispositifs activent les jouets. Et tous les autres blocs qui y ressemblent vont aussi activer le même jouet. Mais en tant que chercheur scientifique, on peut se poser d'autres questions. Par exemple, on peut se demander comment les preuves ont été échantillonnées et cela va modifier la façon dont nous allons généraliser nos inférences. Nous pouvons poser des questions plus suspicieuses. Est-ce que tous les cailloux de Mars sont richement concentrés en silicium ou uniquement ceux qui sont à la surface et qui sont faciles à ramasser? Ou bien est-ce que toutes les aiguilles du pin du Pacifique sont plates ou bien seulement celles des branches les plus basses qui sont faciles à attraper? Et si l'on pense que notre information a été sélectionnée d'une certaine manière, à ce moment-là, nous allons limiter nos inférences et nous dire, eh bien, ça ne s'applique qu'aux échantillons qui étaient proches du sol et faciles à récolter. Et l'on ne généralise plus de façon aussi large. Or, dans cette première étude, nous nous posons la question suivante. La généralisation chez les enfants, est-ce qu'elle fait appel à des processus d'échantillonnage? Et est-ce que les enfants réfléchissent à la façon dont les preuves ont été récoltées? Pour cela, nous avons montré à des bébés une boîte avec le devant de la boîte transparent, avec à l'intérieur 30 jouets bleus et 10 jaunes. Donc, il les voyait devant la boîte. La scène visuelle était la même d'un bébé à l'autre dans toute l'étude. Mais les enfants pouvaient voir que la boîte était pleine de jouets. Nous mettons la main dedans et nous sortons un jouet bleu, une balle bleue. Nous remettons la main dedans, nous sortons une deuxième boule bleue qui fait squeak. Et la troisième, elle aussi, nous la pressons et elle fait squeak. Et ensuite, nous donnons au bébé une boule jaune et nous observons ce qu'il fait. Dans ce cas, les deux informations concernant la caractéristique et la catégorie seraient en faveur de la généralisation. Les objets se ressemblent pour un observateur adulte. Donc, nous pensions que l'enfant allait écraser la balle pour entendre le squeak. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il n'y a rien de bizarre concernant cette information. Elle est tout à fait cohérente avec l'échantillonnage dans la boîte, un échantillonnage aléatoire. Si l'on peut prendre n'importe quel objet et qu'il squeak, normalement, tous les objets font faire squeak. Et dans ces conditions, les enfants, normalement, devraient essayer d'écraser la boule pour entendre le squeak. Et ils vont d'ailleurs le faire plusieurs fois parce qu'en fait, cette boule jaune, elle ne fait pas squeak, elle est inerte. Mais comme l'enfant s'attend à ce qu'elle fasse du bruit, il va continuer à essayer de l'écraser pour lui faire squeak. On peut comparer cette condition de test avec une autre condition de test, même échantillon, et nous, à chaque fois, nous extrayons 3 boules bleues. Mais là, il y a beaucoup plus d'objets jaunes dans la boîte. Donc, rien ne change concernant l'information que l'on donne au bébé en point de vue caractéristique, mais c'est la catégorie qui change. Et si l'enfant est sensible à la différence entre échantillon et population, il va comprendre que l'échantillon n'a pas été pris au hasard. Il va comprendre que, en fait, ça a été sélectionné sur une population à l'intérieur de la boîte qui a la propriété attendue. Et dans ce cas, les bébés devraient conclure que la boule jaune ne fait pas squeak et l'on peut donc prédire que moins d'enfants vont essayer d'écraser les balles jaunes et qu'ils vont les écraser moins souvent. Voilà, c'est un exemple ici pour vous faire voir par vidéo. Vous allez voir deux bébés à qui on a donné le même jouet, qui ont le même âge. Donc vous allez voir un comportement assez similaire. Mais seulement le bébé du haut sur la vidéo va écraser la balle. Et ici, sur la balle, il y a une petite baguette qui permet au bébé de tenir la balle et de faire autre chose avec s'il le souhaite.
Voilà, c'est ce que nous avons observé. Si vous n'êtes pas familier avec les méthodes de développement, vous voyez ici qu'en fait les personnes qui codent ne connaissent pas les conditions du test. C'est fait en aveugle. Elles ne savent pas quelles conditions de test a été appliquées au bébé. Et nous leur demandons de coder les mesures d'intérêt et tous les facteurs que nous, en tant qu'observateurs, pourrions trouver intéressantes. Donc il y aura des différences individuelles entre les bébés et entre les vidéos que je montre. Et pour toutes les données que nous avons publiées, seulement les différences systématiques sont intéressantes, celles que les codeurs qui travaillent en aveugle pensent pouvoir utiliser pour différencier les conditions de test. Alors ici, il s'agit de comparer le nombre moyen de tentatives d'écraser la balle générées par les bébés. Dans chacune des conditions, nous avons observé le pourcentage de bébés qui ont écrasé la balle et les résultats sont les mêmes dans les deux mesures. Vous voyez que les bébés donc ont plus de chances de généraliser la propriété lorsqu'ils ont l'impression que l'objet vient d'un échantillon représentatif plutôt qu'un échantillon sélectionné. Ils sont donc sensibles à quelque chose, mais peut-être qu'ils sont sensibles à quelque chose de moins sophistiqué que le processus d'échantillonnage. Peut-être que les bébés ont envie de généralité à partir d'une propriété de majorité par rapport à une propriété de minorité, mais pas l'inverse. Donc pour essayer de tester cet état, de fait, nous avons reproduit le test, 3 boules bleues dans une boîte de boules jaunes, et nous avons comparé avec cette situation dans laquelle nous avons extrait qu'une seule balle bleue de la boîte où il y avait une majorité de balles jaunes. Et nous comparons la situation dans laquelle on sélectionne les balles bleues ou celle où on la prend par hasard. Donc là, c'est un échantillonnage qui peut être aléatoire. Eh bien, il y aura beaucoup moins de tentatives d'écrasement sur la gauche par rapport à la droite. Et à ce moment-là, nous pensons que le bébé pourrait inverser sa tendance et qu'il y aurait moins de chances qu'il n'écrase la balle tout seul dans cette condition par rapport à celle de droite. Et en fait, cela sera affecté par le nombre de balles écrasées. Ils vont réfléchir pour savoir si l'échantillon est représentatif ou pas. Alors peut-être que nous attirons trop d'attention sur les balles bleues ici par rapport à l'autre situation. Et nous avons donc réalisé cette condition de deux manières. Une fois, nous avons extrait une balle bleue, nous l'avons écrasée une fois. Et une fois, nous avons extrait une balle bleue que nous avons écrasée 3 fois. Et nous ne prédisions pas de différence entre ces deux situations. Et c'est d'ailleurs exactement ce que nous avons observé. Vous le voyez d'ailleurs maintenant sur la diapositive. Les bébés ont beaucoup plus de chances d'écraser les balles quand une seule balle a été sortie de la boîte que lorsque 3 balles bleues ont été extraites de la boîte, quel que soit le nombre de fois que vous, en tant qu'observateur, vous avez écrasé la balle. Ce qui suggère qu'ils font très attention non seulement à l'information, à la caractéristique, à la catégorie de l'information, mais également à un lien statistique entre la preuve qu'on leur a donnée et la probabilité qu'on leur aurait donné cette preuve avec un échantillonnage aléatoire. Je ne vais pas vous parler des modèles computationnels en détail, je dirais simplement que notre modèle a prédit que les inférences ici devraient être graduées par rapport au type d'information ou de preuves fournies. Donc, au fur et à mesure que les échantillons sont moins extraits de façon aléatoire, les bébés vont écraser moins souvent la balle. Et vous voyez ici la situation avec une seule balle et la situation à 3 balles. Et vous avez également la situation avec 2 balles, qui est en fait très intermédiaire entre les deux autres, à 1 et 3 balles. Et donc, cela correspond parfaitement au modèle qui suggère que les bébés font une inférence conjointe entre les propriétés de l'objet et la façon dont l'échantillon est extrait. Donc l'inférence se base sur le fait que l'échantillon a été sélectionné ou tiré de manière aléatoire. Et en fait, ils se rendent compte que l'agent sélectionne. Mais qu'est-ce qui se passe si l'on explique au bébé que l'on tire l'échantillon au hasard de la boîte? Nous le faisons avec un comportement explicite. Nous secouons la boîte et 3 boules bleues en sortent. En réalité, chez MIT, nous savons avec des compartiments secrets comment faire en sorte que précisément 3 balles bleues sortent de la boîte. Donc ce n'est pas un échantillon représentatif, c'est très improbable. Mais là, nous avons donné un signal à l'enfant pour lui dire que l'échantillonnage s'est fait au hasard. Ensuite, si l'on écrase les boules, probablement toutes les boules de la boîte feraient squeak, mais si les enfants tiennent compte du fait que l'échantillonnage est fait au hasard, ils vont généraliser la propriété et ils vont écraser les balles très souvent. Et c'est précisément d'ailleurs ce que nous avons observé.
Alors, je pourrais encore une fois vous en dire beaucoup plus concernant le modèle et les inférences des bébés par rapport au processus d'échantillonnage. Mais bon, je n'ai pas vraiment le temps parce que je crois que le point empirique le plus important, c'est celui-ci. La généralisation chez les bébés de 15 mois prend en compte beaucoup plus que l'appartenance à une catégorie ou la similitude perceptuelle des objets. À 15 ans, les bébés sont capables de faire des inférences graduées concernant les propriétés des objets qui sont sensibles à la quantité de preuves qui a été observée et le processus par lequel cette preuve ou cette information leur a été apportée. Ah d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment, ou si je vais trop vite, dites-le moi. Alors, dans l'étude suivante, nous avons comparé des bébés, nous avons mis des bébés face à ce que je considère comme l'un des problèmes les plus importants des évidences confondues, des preuves confondues, celles dans lesquelles nous vivons tous les jours dans le monde. Et comme tous les problèmes, évidemment, ce n'est qu'un problème quand cela se passe mal. Si quelque chose ne fonctionne pas, on ne sait pas où est la source de l'erreur. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelque chose d'autre dans le monde? Comment est-ce que je fais la différence? Donc c'est le genre de problème que nous allons soumettre aux bébés et essayer de comprendre s'ils utilisent des données statistiques pour faire des attributions causales distinctes. Voilà, le bébé, la pauvre petite est confrontée à un jouet qui ne marche pas, elle n'arrive pas à le faire marcher et elle se demande ce qui se passe. Elle se dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que je n'appuie pas au bon endroit? Est-ce que je n'appuie pas assez fort? Est-ce que je ne manipule pas le bouton correctement? Et si tel est le cas, elle va demander de l'aide. Ou bien au contraire, elle va peut-être penser que c'est l'objet qui ne marche pas bien, il est cassé, c'est un mauvais jouet. Et à ce moment-là, elle va aller vers un autre jouet. Bon, ici, nous avons donc une division causale assez simple du monde, même si elle est importante pour les sciences cognitives dans différentes disciplines. Dans la recherche sur l'intelligence artificielle, par exemple, travaille justement sur la différence entre l'état de l'agent et l'état de l'environnement. Dans les recherches sur l'enseignement, on parle de la différence entre le locus ou le contrôle. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas suffisamment bien appris si je rate un examen ou est-ce que c'est l'examen qui était injuste? Ce type d'attribution est en fait une attribution avec un ordre très élevé. Et si vous décidez que c'est vous qui ne faites quelque chose pas bien, vous ne savez pas exactement quoi, ou bien si c'est quelque chose qui ne va pas, est-ce que c'est la batterie qui est déchargée ou est-ce qu'il y a un mauvais circuit à l'intérieur du jouet? Il y a différentes hypothèses, mais cette division, cette distinction va permettre de restreindre l'hypothèse ou la base de l'hypothèse et orienter un certain comportement. Alors un bébé de 16 mois qui utilise des données statistiques minimales pour faire une distinction et choisit rationnellement soit de demander de l'aide, en fonction de la cause du problème ou de se tourner vers un autre objet. Donc, quelle est la probabilité la plus élevée? Voilà ce que nous avons fait. Nous avons fait voir au bébé des jouets. Je vais vous faire voir 2 des 5 conditions de test parce qu'il y en a 2 qui sont vraiment intéressantes ici pour mon propos. Dans chaque situation, il y avait 2 chercheurs. Et dans une situation, le premier chercheur a appuyé sur un bouton et le jouet a été activé. Il a recommencé. Et le jouet ne s'est pas activé. Même chose pour le deuxième observateur. Première tentative, le jouet s'active. La deuxième fois, non. Donc le jouet se comporte de façon probabiliste. Mais de toute évidence, il y a quelque chose qui ne va pas bien. On a donné le jouet à l'enfant et il y avait un autre jouet qui était un petit peu hors de sa portée. Et le parent était à côté et observait de toute façon. Et donc le bébé n'a jamais réussi à faire fonctionner le jouet. Et dans cette condition, nous pensions que l'attribution, ce serait il y a quelque chose qui ne va pas avec le jouet et il va aller vers un autre jouet. Parce qu'en fait, le succès ou l'échec était indépendant de l'agent. Deuxième situation, assez similaire, si ce n'est que cette fois-ci, les résultats dépendent en fait de l'agent. L'observateur réussissait toujours à activer le jouet, contrairement à l'observateur numéro 2. Ce qui suggère évidemment que l'activation du jouet est agent dépendante. Lorsque le bébé ne parvient pas à faire fonctionner le jouet, cela augmente la probabilité que l'attribution correcte, c'est qu'ils ne font pas la bonne chose et qu'ils ne sont pas capables de faire fonctionner ce jouet. Et dans ce cas, on peut s'attendre à ce que le bébé cherche d'abord d'agent avant de changer de jouet. C'est-à-dire qu'il va demander de l'aide, en fait. Et je vais vous faire voir justement en vidéo à quoi ça ressemble avec 2 enfants.
And we can compare. Et maintenant, vous pouvez comparer avec cet autre bébé. All right. So Voilà. Donc, ce que vous observez là, c'est une différence systématique entre les situations de test. Dans la condition de test dans laquelle il apparaît que le jouet ne fonctionne pas, les enfants ont de plus de chances d'essayer de changer d'objet, alors que lorsqu'il semblerait que ce soit l'agent qui ne fasse pas bien son travail, les bébés vont probablement plutôt essayer de changer d'agent avant de changer de jouet. Ce que cela suggère, c'est que chez un bébé de 16 mois, il y a la capacité à suivre la dépendance statistique entre les agents, les objets et les résultats. Ils peuvent utiliser des données minimum pour faire des attributions rationnelles concernant la cause probable de l'action orientée vers un objectif. Et ces attributions d'explication leur permettent de choisir entre deux stratégies, demander de l'aide ou bien continuer à explorer le monde autour d'eux. Jusqu'à maintenant, je vous ai donc montré que les bébés sont sensibles aux preuves, aux informations qui leur permettent de distinguer entre des hypothèses en concurrence. Je vais maintenant vous parler de la capacité des bébés à désambiguiser la preuve ou l'information. Il y a quelques années, nous avons réalisé une étude dans laquelle nous avons observé la sensibilité des bébés au fait que la preuve était confondue ou pas. Est-ce qu'elle était source d'ambiguïté? En la présentant à un bébé de 4 ans avec un jeu qui ressemblait à un diablotin qui sort de sa boîte avec deux petits leviers. Si on appuie sur les deux leviers en même temps, deux pantins sortent de la boîte. Donc il n'y a pas d'information temporelle pour dire quel est le levier qui produit tel ou tel effet. C'est un jouet très simple. Il y a différentes possibilités causales. Un levier pourrait peut-être faire sortir les deux pantins, ou les deux leviers font sortir les deux, ou l'autre levier, etc. Et ça, c'est donc la condition dans laquelle on apporte au bébé des preuves confondues. Et puis, on peut leur donner des preuves inductives, à savoir que tel levier fait sortir tel pantin et l'autre levier fait sortir tel autre pantin, ce qui permet d'isoler les variables. Et ici, nous avons retiré ce jouet et nous avons redonné avec un nouveau jouet. Et que font les enfants? La plupart du travail sur les explorations entre les espèces nous a permis de nous concentrer sur l'attention des organismes à la nouveauté et aux stimuli liés à la nouveauté. Ici, nous avons un nouveau stimulus et nous voulions savoir si les bébés allaient aller au-delà de la préférence pour la nouveauté et la dépasser uniquement dans les cas où on leur donnait des preuves ambiguës et qu'ils reviendraient en arrière parce qu'il y avait une incertitude causale. Et il fallait voir des exemples. Je vais vous les faire voir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, le bébé reçoit des preuves non ambiguës, non confondues. So far we've contributed. Donc, nous n'avons rien apporté de nouveau. L'enfant se précipite sur le nouveau jouet. Mais je vais vous faire voir ce qui se passe lorsque on donne à l'enfant des informations
plus ambigu sur le jouet. Et dans ce cas, nous avons de la chance, nous avons des jumeaux identiques pour faire ce test. Donc voilà l'autre jumeau. All right. So we didn't just look at the first reach. We actually walked away, and all this. Donc, nous nous éloignons. Nous n'attendons même pas de voir ce que fait l'enfant et nous observons simplement après en vidéo 60 secondes de jeu. Nous avons découvert après une série de différentes conditions témoins. Dans chaque cas, nous donnions au bébé des preuves non confondues. Chaque fois que les preuves étaient non confondues, les enfants étaient intéressés par le nouveau jouet. Et la plupart du temps, ils passaient leur temps à jouer avec le nouveau jouet. Et leur premier geste était presque toujours vers le nouveau jouet. Mais ce n'est pas le cas lorsque les informations au départ étaient confondues et ils ont continué à jouer la plupart du temps avec l'ancien jouet et leur premier geste était pour la moitié du temps vers l'ancien jouet et la moitié vers le nouveau jouet. Donc, des enfants de 4 ans sont sensibles à des propriétés assez subtiles, à savoir est-ce que les variables et des causes plausibles sont présentées de façon isolée ou synchronisée. Et nous avons pensé, si les enfants sont sensibles à l'ambiguïté et qu'ils ont tendance à explorer, peut-être qu'ils sont susceptibles d'essayer de désambiguiser les variables dans le temps. Ils n'ont pas besoin de savoir comment isoler les variables, comment s'engager dans certaines actions informatives. Ils sont juste dans leur propre temps et les chances qu'ils le fassent ont tendance à augmenter. Dans l'étude suivante, nous avons donc soumis les enfants à des problèmes plus difficiles. Nous nous sommes demandé si spécifiquement et systématiquement ils allaient favoriser des informations qui avaient un potentiel de gain d'information. Est-ce que dans leur exploration et lorsqu'ils sont confrontés à une incertitude, est-ce qu'ils ont tendance à choisir des interventions qui isolent les variables? Donc voilà ce que nous avons fait dans cette étude. Les enfants recevaient des billes, des petites balles, qui étaient de couleurs différentes. Et dans un cas, nous avons placé les billes une à la fois sur le jouet et le jouet s'est éclairé et a joué de la musique. Et dans une condition, toutes les billes provoquaient ce résultat de la part du jouet. Donc, le succès était à 100%. Ensuite, nous avons recommandé, sauf que là, dans ce cas, certaines des billes fonctionnaient, d'autres pas. Et il n'y avait pas de signaux perceptifs concernant le fait que telle bille allait marcher et telle autre n'allait pas marcher. Ce qui distingue donc les deux jeux, les deux conditions. Autre chose, nous leur avons montré 2 paires de billes. Dans un cas, les billes étaient collées l'une à l'autre et ne pouvaient pas être séparées. Nous leur avons fait voir à l'enfant en disant on ne peut pas les séparer. Ils ont essayé de les séparer, ils n'ont pas réussi à les séparer. Et dans l'autre condition, les billes peuvent être séparées, nous pouvons les séparer, ils peuvent les séparer, tout le monde sait qu'on peut les séparer. Et ensuite, nous prenons chaque paire de billes comme une paire et nous la posons sur le jouet. Et en paire, les billes font fonctionner les jouets dans les 2 cas. Donc, les preuves sont confondues dans les 2 cas. Chaque paire de billes peut activer le jouet. Mais si l'information de base, c'est que chaque bille permet d'activer le jouet, du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations à acquérir ici. On peut partir du principe que les billes font toutes fonctionner le jouet. Et lorsque nous nous éloignons, nous pensons que les enfants allaient jouer de manière indiscriminée avec une paire de billes comme l'autre. Mais ça n'est pas toujours le cas. Dans le groupe avec les mêmes billes, parfois les enfants le faisaient, parfois ils ne le faisaient pas. Et s'ils étaient sensibles à l'incertitude, cela variait. Donc, ils savent que l'une de ces paires de billes peut leur permettre de trouver une information et d'isoler une variable. Mais dans ce cas, ils devraient jouer de manière sélective avec les billes qui sont séparables uniquement dans cette condition de test dans laquelle on peut gagner une information, à savoir quelle est la bonne bille. Il faut les séparer et essayer les 2 billes séparément sur le jouet. Et lorsqu'ils essayent la première bille, peut-être qu'elle ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, ça signifie que la deuxième fonctionne et ils vont essayer de l'obtenir. Ou la première bille va fonctionner, mais ils vont quand même tester la deuxième. Donc, nous avons fait les 2 conditions de test et voilà les résultats. Dans le test où toutes les billes fonctionnaient, il y a
des enfants qui ont utilisé les billes en paire, un seul a essayé de les séparer. Mais dans l'autre condition, dans le condition où toutes les billes fonctionnaient, à peu près la moitié des enfants ont fait une expérience exhaustive. Ils ont séparé les billes, ils ont testé les billes séparément, une à la fois sur le jouet. Ce qui suggère qu'ils sont sensibles à l'incertitude et sensibles également aux résultats et à l'intervention qui est la plus pertinente. Ensuite, nous avons repris les mêmes billes et nous leur avons fait voir comment ça fonctionnait sur le jouet. Nous voulions comprendre s'ils étaient capables de sélectionner une information, une intervention d'activation. D'ailleurs, Cook avait dit, par exemple, que les enfants faisaient des choses intéressantes, même avec les billes collées l'une à l'autre, dans le jeu dans lequel toutes les billes fonctionnaient. Mais que faire? Elles sont accrochées, elles sont inséparables. Alors nous nous sommes dit, nous allons recommencer l'expérience en ne leur donnant que les billes qui sont attachées l'une à l'autre. Donc un autre groupe d'enfants, dans un cas, toutes les billes fonctionnent, dans l'autre cas, uniquement une partie des billes fonctionne avec le jouet. Mais dans ce cas, toutes les billes sont accrochées et inséparables. Nous les avons placées horizontalement sur le jouet s'activait, nous nous éloignons. Et regardez un exemple de ce que fait un enfant avec ses billes dans la condition de test où toutes les billes s'avéraient précédemment fonctionner sur le jouet. So some beads make the tour go. Pardon, dans ce jeu, certaines billes font fonctionner le jouet, d'autres pas, mais toutes les billes sont inséparables en paires par deux. Et on lui laisse une paire de billes pour jouer. And Elle fait un petit tour sur le jouet. Et regardez, observez maintenant ce qu'elle fait. Si vous avez la théorie de Fox sur la causalité de contact, et nous savons que les enfants l'appliquent, c'est une très bonne façon ici d'isoler les variables. La petite fille ne nous a jamais vu faire ce geste. D'ailleurs, aucun de nous n'avait pensé, en fait, dans cette étude, à faire ce geste. Donc voilà l'intervention que nous codions, que nous recherchions. En fait, l'enfant faisait changer le contact entre les billes et voilà les résultats. Nous n'avions jamais vu ce comportement dans les situations dans lesquelles aucune information ne pouvait être acquise puisque toutes les billes faisaient fonctionner le jouet, alors que dans l'autre groupe, la moitié des enfants à peu près ont fait ce même geste de tester chaque bille séparément sur le jouet. Donc, des enfants en âge préscolaire utilisent des informations concernant les données de base des causes candidates pour distinguer l'ambiguïté relative de la preuve qui leur est apportée. Et en cas de preuve ambiguë, les enfants sélectionnent, voire conçoivent une intervention informative potentielle qui permet d'isoler les variables causales qui est à la base d'une hypothèse causale. Ah, pardon. Voilà. Donc maintenant, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des enfants qui explorent le monde autour d'eux. C'est une théorie une vision très piagédienne. Mais nous savons que les êtres humains en particulier apprennent dans des contextes sociaux, comme celui d'aujourd'hui par exemple. Et les enfants aussi sont entourés. Ils arrivent au monde entourés de personnes qui sont informées, instruites et qui les aident à apprendre. Donc la question suivante est: comment est-ce que les enfants utilisent l'information qui leur est fournie, en particulier dans la mesure où ils peuvent apprendre des autres et qu'ils peuvent aussi explorer le monde? Comment est-ce qu'ils trouvent un compromis entre ces deux façons d'apprendre? Donc les deux études suivantes dont je vais vous parler concernent ce compromis rationnel entre l'instruction et l'enseignement et l'exploration. Nous sommes partis d'un point de vue formel pour chacune de ces études. Enfin, pour ceux d'entre vous qui connaissent ces modèles computationnels, vous pouvez certainement déjà vous faire une idée de ce que je veux dire. Ce sont maintenant des choses que nous sommes capables de faire de façon régulière. Mais récemment, nous avons trouvé des façons plus rigoureuses de comprendre ce que cela veut dire d'apprendre des autres. Ce qui nous ramène à l'idée des inférences différentes selon la méthode d'échantillonnage de l'information.
Il faut échantillonner, connaître la base d'hypothèse, connaître l'extension des propriétés des objets, connaître le nombre de fonctions. Toutes les inférences que l'on peut faire à partir des preuves qui sont apportées sont différentes de celles que l'on aurait faites si l'échantillon avait été apporté de façon aléatoire. Et je vais vous faire voir un exemple très simple. Si l'on part du principe qu'un adulte est instruit, informé et peut aider à apprendre, on va partir du principe que les informations qu'il donne sont vraies, puisque ce qu'il nous dit, c'est vrai dans le monde, mais la preuve qu'il va nous apporter va nous permettre de distinguer entre des hypothèses cibles des autres hypothèses. Par exemple, si un enseignant informé montre un jouet en disant « Voilà, mon jouet, ce jouet fait 2 choses », on va partir du principe que ce jouet fait 2 choses, pas 3, pas 4, pas 10. S'il en faisait 10 et que l'enseignant est instruit et gentil, il nous aurait expliqué cela. C'est vrai dans la communication générale. Si quelqu'un vous dit vous avez des sœurs, je dis oui, j'en ai 2. Il part du principe que j'en ai 2 et pas 3 ou 5, parce que si j'en avais eu 5, puisque je suis gentil, je le lui aurais dit. Ce que cela signifie donc, c'est que on peut faire des inférences à partir sur ce qui n'est pas présent, pas de la même manière selon que la preuve est découverte par l'enfant lui-même ou montrée par un apprenant naïf. Donc, si par hasard je tombe sur un jouet et je trouve 2 propriétés, je ne vais pas conclure que les autres d'autres propriétés sont absentes. Si un enfant trouve par hasard 2 ou 3 propriétés, il va peut-être en trouver 3, 4 ou 5. Donc, en fait, c'est une question d'échantillonnage pédagogique et les inférences seront différentes par rapport à d'autres types d'expériences. La pédagogie renforce l'inférence selon laquelle l'absence de preuve est en fait la preuve de l'absence. En général, plus l'on passe de temps à ne pas découvrir quelque chose, plus cela démontre que ce quelque chose est absent. Donc en fait, l'inférence sera beaucoup plus forte. Ce que cela prédit, c'est qu'il y a donc un compromis entre l'instruction, l'enseignement et l'exploration. Si un enseignant informé montre les propriétés d'un jouet, l'enfant ne va pas rationnellement faire une exploration supérieure puisqu'il pense qu'il n'y a pas d'autres propriétés. Par contre, si un apprenant naïf démontre les propriétés, les enfants ne vont pas forcément partir du principe qu'il n'y a rien d'autre et ils vont continuer à explorer. Je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Ici, nous avons un nouveau jouet avec 4 propriétés intéressantes. Il a une partie qui fait squeak. Quand on tire, ça fait squeak. Il y a une lumière, il y a un miroir. Et si l'on appuie sur cette petite palette jaune, cela fait de la musique. Donc, aucune de ces propriétés ne sont évidentes au premier coup d'œil, mais les enfants peuvent les découvrir en jouant. Et nous démontrons toujours, dans un premier temps, le squeaker. C'est le seul jouet, c'est la seule propriété que nous montrons. Et il y a 4 conditions de texte. Regarde, je vais te faire voir mon jouet. C'est la partie pédagogique. C'est mon jouet, je connais ce jouet, c'est le mien. La condition accidentelle, c'est la même chose. C'est simplement, on dirait qu'on a trouvé l'objet. Oh, regarde, il y a un bel objet ici. J'ai tiré le tuyau et ça a fait squeak. Ensuite, il y a la condition pas de démo. On fait voir le jouet et on n'explique rien. Et la condition interrompue, c'est la même que la condition pédagogique. Regarde, je te fais voir mon jouet. T'as vu? Sauf qu'à un moment donné, l'observateur dit « Oh, pardon, il faut que je m'éloigne, j'ai un coup de fil à passer. » Et il s'éloigne. Et en fait, cela interrompt l'implication selon laquelle il y avait là des informations exhaustives, puisque la démonstration n'est pas allée jusqu'au bout, mais les propriétés sont absentes parce que la démonstration n'a pas été jusqu'au bout. Et on part du principe que dans la condition pédagogique, les enfants vont limiter leur exploration. Et je vais vous faire voir un enfant qui travaille dans la condition pédagogique. If you find yourself doing this in your research, Si vous faites ça dans le cadre de vos recherches, vous devriez vous arrêter.
And now she goes on to Et là, en fait, la demoiselle lui montre les autres propriétés que l'enfant n'a pas vues jusqu'à maintenant et il n'est pas capable de les faire fonctionner. Voilà, c'est ce que nous avons donc observé, que dans la condition de test pédagogique, les enfants faisaient beaucoup moins d'actions par rapport aux autres conditions dans lesquelles ils découvraient ces fonctions par hasard. Cet enfant dit « je suis très intelligent » et c'est vrai, il est très intelligent pour un enfant de 5 ans, il est très rationnel dans ses inférences. Et il comprend bien la différence entre les hypothèses qu'il doit formuler en fonction que les conditions lui sont enseignées ou pas. Je vais vous faire voir maintenant une extension de cette étude. Vous vous posez peut-être des questions, vous vous demandez est-ce que c'est une hypothèse cognitive ou c'est lié à une instruction, à la politesse. Peut-être que l'enfant se dit je n'étais pas censé jouer de cette manière ou bien est-ce que ça n'est pas bien élevé de jouer avec le jouet autrement que la manière dont on me l'a expliqué. Donc je vais faire voir un autre cas. Un, je vais vous le montrer. L'autre, malheureusement, ce n'est pas encore publié. Ça a été réalisé par une de mes étudiantes qui a dit à l'enfant, c'est comme cela qu'il faut que tu joues avec l'enfant, sans être exagérément autoritaire, mais en disant à l'enfant, je te donne la permission de jouer comme cela, mon jouet fonctionne comme cela. Et si l'on est très explicite en disant à l'enfant, c'est comme cela qu'il faut jouer, les enfants tendent à vous ignorer et à continuer à explorer. Donc il y a ici aussi un lien avec la condition de permission. Mais dans ce cas, je vais vous faire voir quelque chose. En fait, les enfants font une inférence cognitive rationnelle concernant les propriétés du jouet. La question que nous posons ici, c'est lorsque l'enseignant ne donne pas suffisamment d'informations. Et si l'enfant sait que cet enseignant n'est pas fiable, qu'il n'a pas fait voir toutes les propriétés, qu'il n'a pas donné toutes les informations, les enfants sont parfois conscients. Est-ce qu'ils sont capables de reconnaître ici qu'il y a un péché d'omission et que c'est donc un échec? Est-ce qu'ils sont sensibles à la fiabilité de l'information, de la notion d'omission et même aux notions probabilistes. Si un enseignant appelle un objet par son nom 50% du temps ou 100% du temps et qu'au contraire un autre n'appelle un objet par son nom que 30% du temps, la plupart du temps, les enfants vont choisir le mot prononcé par l'enseignant fiable par rapport à l'autre. Et si quelqu'un vous dit constamment que ça, c'est un lapin, forcément, vous ne lui ferez plus confiance. Eh bien, les enfants sont sensibles à ce type d'écart. Donc, est-ce qu'ils sont sensibles au fait que vous n'avez pas donné une information que vous auriez pu leur donner? Est-ce qu'ils jugent les enseignants? Est-ce qu'ils modulent leur comportement exploratif sur la fiabilité de l'information que vous leur avez donnée en tant qu'enseignant? Il y a une réserve d'ailleurs ici, bien évidemment, parce qu'il y a de très bonnes raisons pour qu'un enseignant ne donne pas une information exhaustive. La première bonne raison serait le fait que nous savons que les enfants sont capables de généralisation. Si vous faites voir qu'un dispositif active un jouet, ils vont savoir que tous ces dispositifs activent le jouet, pas besoin de les leur faire voir un par un. Ou bien vous ne leur donnez pas d'informations exhaustives sur le monde, tout simplement parce que c'est une information qui est trop compliquée pour un apprenant de leur âge. Vous n'apprenez pas le calcul mental à un bébé en crèche. Donc, il y a différentes bonnes raisons qui font que vous limitez les informations que vous ne donnez qu'un échantillon limité d'informations. Mais ce n'est pas toujours donc une omission volontaire. Ici, dans ce contexte, on sait qu'on travaille sur un domaine trop compliqué ou bien dans des cas où la preuve est en faveur de la généralisation et que l'on sait que le bébé est capable de reconnaître le contexte. Mais nous travaillons autrement. Nous prenons un contexte dans lequel la preuve n'est pas en faveur de la généralisation, qu'il n'y a pas d'inférence à partir de l'échantillon et ce n'est pas un domaine trop compliqué. Lorsque les enseignants simplement ne donnent pas toutes les informations, les enfants se rendent compte que l'enseignant n'a pas fait ce qu'il fallait. Regardez à quoi ça ressemble. Ici, l'enfant avait un jouet. Vous ne voyez pas très bien l'objet, mais il y a différents gadgets et il y a un seul gadget qui fait quelque chose. C'est en fait le mécanisme pour remonter le jouet. Donc, l'enfant joue avec cet objet qui ne fait qu'une seule chose. Ensuite, il y a un jouet identique en apparence, mais sur ce jouet, tous les gadgets fonctionnent et pas simplement le mécanisme pour le remonter. Il y a de la lumière, il y a un globe qui tourne, il y a de la musique. Donc, les enfants jouent avec ce jouet et découvrent que le jouet est capable de faire 4 choses différentes. Donc là, les enfants ont découvert le jouet, ce qu'il est capable de faire. Que se passe-t-il? L'enseignant vient et apprend à Almo comment fonctionnent ces jouets. Almo ne connaît pas les jouets, il ne les a jamais vus. Et dans tous les cas, l'enseignant va lui apprendre une fonction unique, le mécanisme pour remonter le jouet.
Est-ce que les enfants savent que l'enseignant a fait un meilleur travail lorsqu'il a enseigné une fonction et il n'y en avait qu'une, ou quand il n'en a enseigné qu'une mais qu'il y en avait 4? Et nous demandons aux enfants de noter l'enseignant sur une échelle de notation. Et évidemment, il faut être sûr qu'ils savent utiliser cette échelle. Donc, on va comparer, par exemple, un enseignant qui appelle un canard, c'est un enseignant correct, et un enseignant incorrect qui appelle un lapin une vache. Et ils doivent pouvoir noter correctement, faute de quoi on comprend qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement de l'échelle. Quelques enfants, ont d'ailleurs, été exclus de l'étude pour cette raison. Mais en général, ils sont plutôt débrouillards et ils ont en général donné une meilleure note au bon enseignant par rapport à l'autre. Et il fallait comprendre donc s'ils étaient capables de juger l'omission. Et les enfants sont assez sensibles. La plupart ont pensé que cet enseignant-là faisait un moins bon travail que celui de gauche en fonction de leur propre connaissance du jouet. Donc nous voulons la vérité, mais nous voulons toute la vérité. Et ce qui nous intéressait plus particulièrement dans cette étude, c'était de savoir si la sensibilité des enfants à ce type de preuves dans ces conditions d'échantillonnage affectait l'exploration, le fait qu'ils aient appris et comment ils avaient appris depuis l'enseignant. Nous avons donc refait la même chose avec le même jouet. Les enfants ont joué avec le jouet à une fonction ou le jouet à 4 fonctions. Ils ont vu un enseignant qui montrait le jouet, qui a toujours montré le mécanisme pour remonter le jouet à son élève. Et l'on peut associer également ce test à une autre condition de test dans laquelle il y a un jouet avec 4 fonctions. Et là, l'enseignant est parfait puisqu'il explique les 4 fonctions. Mais dans ce cas, une fois que les enfants ont exploré le jouet, qu'ils ont appris les fonctions, il y a soit une fonction sur 1, une sur 4 ou 4 sur 4. Nous ne demandons pas aux élèves de juger l'enseignant, mais l'enseignant amène un autre jouet d'une autre étude et dit « Voilà mon jouet, regarde comment fonctionne mon jouet » et il tire sur le fameux tuyau qui fait squeak. Alors ça, c'est un jouet qui a différentes propriétés. Nous autorisons les enfants à explorer et nous voulons comprendre comment ils jouent avec ce jouet de manière libre, en fonction du jugement qu'ils ont fait sur l'enseignant avec l'autre jouet. Voilà les prédictions. Enseignant une fonction sur une, lorsque l'enseignant leur enseigne le squeak du nouveau jouet, ils considèrent que c'est un bon enseignant et donc ils limitent leur exploration à cette fonction-là, comme dans l'étude précédente. Lorsque l'enseignant explique une fonction sur 4, nous pensions que là, ils jugeraient qu'il y avait eu omission et qu'ils allaient moduler leur exploration sur la reconnaissance de cette omission. Donc là, entre l'enseignant leur fait voir ce jouet en disant c'est mon jouet, voilà ce qu'il fait, et il fait voir le squeaker, il ne lui ferait pas confiance et il continuerait à explorer le jouet de manière plus élargie parce qu'il n'avait plus confiance. Bien sûr, nous ne savons pas s'ils observent l'enseignant ou s'ils observent le jouet. Ils peuvent peut-être généraliser à partir du jouet à une fonction en disant si l'autre jouet ne faisait qu'une fonction, celui-là aussi n'a qu'une fonction et que si celui-là en a 4, le suivant en a 4. Donc nous avons comparé avec le jouet qui a 4 fonctions dans lequel l'enseignant enseigne les 4 fonctions. S'ils ne font que généraliser à partir du jouet, ils diront bon, l'autre jouet faisait 4 choses, donc celui-là en fera 4 aussi. Et si l'enseignant leur montre le squeaker, ils diront ce jouet aussi a 4 fonctions et ils vont explorer de manière plus élargie. Par contre, s'ils sont sensibles à la façon dont la preuve est apportée, ici l'enseignant était fiable, le jouet a 4 fonctions, il les a fait voir toutes les 4. Donc s'il ne fait voir que le squeaker, ils vont lui faire confiance et à ce moment-là, ils vont limiter leur exploration puisqu'ils lui font confiance. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez observer. L'exploration des enfants s'est avérée sensible au type d'instruction qu'ils avaient reçu précédemment de la part de l'enseignant et ils ajustent leur niveau d'exploration. S'ils pensent que l'enseignant a omis une information, ils vont explorer plus. Donc ils reconnaissent le péché d'omission, ils modulent leur apprentissage en fonction. Et en fait, vous les voyez un peu naviguer entre deux piliers de la psychologie, de Vygotsky qui parlait de l'apprentissage dans un cadre social, avec Piaget qui parlait de l'apprentissage à partir de l'exploration. Et en fait, ils jouent un peu entre les deux stratégies, ils naviguent entre les deux à partir d'inférences rationnelles concernant les informations qui leur sont apportées. Voilà, ce que je vous ai fait voir, donc, c'est simplement un échantillon de la façon dont nous pensons que les enfants sont capables de mettre en place des processus d'inférence, mais qui sont très riches, très sophistiqués. Nous savons que
cela a été démontré, les enfants peuvent faire des inférences très riches à partir de schémas de preuves qui guident leur apprentissage, qui guident la façon dont ils génèrent ensuite des informations pour eux-mêmes, ce en quoi ils croient concernant les preuves et les informations qui leur sont apportées par d'autres. Et je vais terminer ma présentation un peu comme j'ai commencé en vous disant qu'au final, ce n'est pas suffisant de montrer des preuves pour chacun de ces éléments. Le fait que l'on montre que l'on peut caractériser chacune de ces inférences rationnelles individuellement, ce que nous voudrions surtout, c'est arriver à une grande théorie, un modèle computationnel qui génère les processus qui sont à la base de la recherche et de la découverte. Quelque chose qui explique comment il se fait que nous comprenons le monde grâce à toutes ces capacités d'inférence. Et je vais terminer avec une citation de Mark Twain qui a dit, enfin, il disait toujours des choses très amusantes et très intelligentes sur les expériences humaines et je crois qu'il a bien résumé ce que je pense être au centre de la science cognitive. Il a dit qu'il y a quelque chose de fascinant dans la science, le fait que l'on obtient beaucoup de conjectures très riches à partir d'un investissement minime dans les faits. Bien évidemment, pour lui, c'était un peu une plaisanterie, c'était humoristique, mais je crois qu'il avait raison parce que l'on peut l'appliquer à l'existence des dinosaures et les inférences, la génétique de la drosophile, la composition des nébuleuses et surtout les images reconstruites de la circulation sanguine dans le cerveau et le comportement des enfants en âge préscolaire, ce qui nous apporte des connaissances sur la cognition humaine et ses mécanismes fondamentaux. Mais c'est surtout là le processus de fonctionnement de la cognition. Je voudrais vous remercier les auteurs et évidemment ceux qui nous apportent notre financement et mes collaborateurs et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci.